Bienvenue à tous pour On refait le mondial, l'émission de libre expression avec des spécialistes de la presse, des spécialistes tout court de l'automobile. On est ensemble pour 50 minutes, on parlera de différents sujets. On parlera de sécurité routière, du trafic à Paris, un sujet qui intéresse beaucoup ceux qui sont autour de la porte de Versailles et ailleurs naturellement. On parlera également de véhicules autonomes et puis des politiques au mondial, car vous le savez, le salon de l'auto, c'est évidemment l'endroit où il faut se montrer quand on est en campagne électorale. Laissez-moi vous présenter nos invités. Éric Saint-Frison, l'Argus. Bonjour Éric. Bonjour Laurent. Le grand spécialiste du digital. On vous donne notamment la visite en 360 ici sur le mondial de l'auto. À vos côtés, Géraldine Gaudy, Autoplus. Bonjour Laurent. Merci Géraldine de consacrer un petit peu de temps. On parlera tout à l'heure de ce que tu fais ici au salon parce que on te voyait tous les jours, venir très tôt le matin, repartir très tard le soir. On s'est dit, il faut absolument qu'on l'invite à la télé du mondial. Il est déjà venu sur la télé du mondial, Jean-Pierre Corniou, SIA Partners. Bonjour Laurent. Jean-Pierre, on sait que tu aimes bien tout ce qui est véhicules électriques, énergie alternative. On en parlera certainement un petit peu tout à l'heure dans le courant de l'émission. Et puis, Benoît Quenet-Beauvalet. Bonjour Laurent. De Traf and Drive. C'est une agence spécialisée dans la circulation routière. Alors, Benoît, c'est un petit peu notre bison futé à nous. Voilà, le bison futé, il est en train de disparaître. Il a ressuscité en la personne de Benoît. J'ai pas les plumes. Voilà, mais bon, le goudron peut tout le fournir. Je pense que sur le salon, on peut trouver ça. Plus sérieusement, on parlera tout à l'heure, naturellement, de tout ce qui concerne la circulation, fermeture de voies sur berge et toutes les polémiques qui vont avec. D'abord, en un mot, parce qu'on n'accueille pas très souvent des femmes, il faut le dire, et je le regrette d'ailleurs. Géraldine, parle-nous un petit peu de ce que tu fais sur le salon, les vidéos que tu fais en fait tous les jours. Eh bien, sur le salon, donc, je travaille pour autoplus.fr. On s'occupe de faire un journal quotidien, donc avec de l'actualité, avec beaucoup de nouveautés, de présentations, des animations, plein de choses à droite et à gauche. Et puis ensuite, voilà, c'est mis en ligne tous les jours. On s'occupe ici aussi de l'éditorial de deux autres sites internet que sont l'Autojournal et Sport Auto. Donc ça fait pas mal de travail, surtout sur un salon comme Paris, qui, mine de rien, a pas mal de nouveautés. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est ta perception de ce salon. Qu'est-ce que tu en penses ? Finalement, si je me place d'un côté professionnel, je vais dire que rien ne m'étonne parce que j'ai quasiment tout déjà vu. Si je me mets d'un côté client, visiteur lambda, là, effectivement, j'ai des étoiles dans les yeux parce qu'il y a quand même énormément de voitures qui n'ont pas été présentées au public, qu'on n'a pas pu approcher, dans lesquelles on n'a pas pu monter. Donc effectivement, pour le coup, si je suis un visiteur, je suis plutôt content d'être là. Alors, en tant que visiteuse, c'est quoi tes coups de cœur ? Eh bien, j'en parlais ce matin avec mon cadreur et je me disais... On n'était pas là. Pour les téléspectateurs, ça serait bien. On partage également. Il y aura des vidéos, des coulisses sur Facebook. Je fais ma petite promo en même temps. Parmi mes coups de cœur, je vais dire peut-être le Peugeot 3008, 5008, parce qu'effectivement, c'est des grosses nouveautés. Le concept Trésor de chez Renault, parce que effectivement, c'est une voiture assez sportive. On aimerait bien qu'ils la produisent, sincèrement. Après, effectivement, il y a des nouveautés sur tous les stands et des choses assez diverses et variées. Donc du coup, énormément de coups de cœur à droite et à gauche. Vous êtes d'accord les autres à côté Trésor, les SUV Peugeot? On peut débattre de j'aime pas. Moi j'aime bien le C6, le concept Maybach Mercedes. Rouge là, le rouge, elle est super. À part les enjoliveurs qui sont douteux et l'encombrement qui est à mon avis improbable, en dehors de ça, c'est une voiture qui me rappelle celle du loup de Tex Avery dans les années 50 et qui me fait pétiller les yeux. Yeux qui sortent. J'aime bien la voiture verte du stand de Mercedes aussi, avec un concept de maxi puissance et maxi sportivité. J'aime aussi la tonne de SUV qu'il y a sur l'ensemble du salon, qui me rappelle que le marché américain, il y a quelques années, on le critiquait parce qu'il y avait beaucoup de SUV, beaucoup trop. Ça y est, les SUV, ils sont chez nous et tout le monde va rouler en SUV un jour ou l'autre, petit, moyen, grand, compact ou pas. Donc des jolies choses, je suis d'accord avec ma voisine, c'est un joli salon. Benoît, on sait que tu aimes bien la voiture quand même aussi. Oui, j'en ai une. C'est bien. Il y a des journalistes qui ont des voitures. On peut être journaliste parisien ayant une voiture. Toi aussi ? Deux. Alors on a deux. Oh là là, tu es hors statistique là, Benoît. Alors que c'est la voiture que j'ai bien aimée. En fait, je suis allé voir. Je possède un Duster et je suis allé voir le nouveau modèle. Enfin, le modèle un petit peu relooké pour. Alors c'est vrai que les gens de Dacia me regardaient un petit peu bizarrement. Ils se disaient qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Un journaliste qui vient chez Dacia, il se dit Vous êtes sûr Et en fait, je regardais les finitions. Il y a le design qui a changé au sein de la gamme Dacia, il y a une nouvelle boîte automatique, il y a plein de choses. Oui, c'est pas révolutionnaire non plus ce qui s'est passé chez Dacia, mais bon, ces petites touches de nouveauté, ça fait son charme. Bon, Dacia de ce côté-là, Jean-Pierre. Moi j'ai bien aimé la Zoé à 400 km d'autonomie. Je
pense que c'est un signal très très fort de la réalité du véhicule électrique en conditions normales. Alors on sait bien que les 400 km, c'est pas... Selon le cycle NEDC. 400, voilà. Le vieux cycle NEDC, mais c'est 300 réels. Or, Elon Musk a toujours dit que le véhicule électrique décollerait à partir de 200 miles. On y est. On y est. Ça veut dire qu'on peut imaginer vraiment en trafic urbain et périurbain des véhicules électriques dont le trafic couramment et facilement. C'est pour moi une bonne nouvelle. Alors, 2 voitures, Géraldine. Donc, quel style de conductrice tu es? Parce que c'est une question qu'on pose aux femmes, plutôt sportives ou pas. Alors, j'ai 2 styles de conduite. Très tranquille sur la semaine pour le bureau, sur la route. Oui, voilà. J'ai la chance de faire de la compétition automobile. Donc, effectivement, j'ai l'opportunité de me faire plaisir sur circuit. Donc, du coup, je n'en profite pas sur la route tous les jours. Et cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des simulateurs en fait sur le salon. Énormément on peut faire de la conduite sur simulateurs. glace, par exemple. Exactement, énormément de simulateurs, énormément aussi de vie, réalité virtuelle. Voilà, réalité augmentée virtuelle, voilà, pardon. À défaut d'avoir un casque sur la tête, on le met sur les yeux, c'est ça. Et c'est en immersion vraiment, et c'est vraiment bluffant avec des sièges dynamiques chez certains constructeurs. Donc non, il y a vraiment une vraie volonté de montrer aux gens, enfin voilà, de changer le regard qu'on peut avoir sur l'automobile, qui est un peu aujourd'hui avec la politique qu'il y a en France. Répressive, enfin un peu autophobe, du coup. Vous avez le sentiment qu'on est dans un climat autophobe aujourd'hui? Ah, totalement. Et ce qui est plaisant, c'est de venir au mondial de l'automobile. C'était une boutade, hein, évidemment. Non, mais de venir au mondial, et ce qui m'est arrivé tout à l'heure, d'avoir un petit peu de temps pour me repromener dans le hall 1. Certes, il manque quelques constructeurs. Maintenant, il y a du monde, beaucoup de monde, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'intérêt. C'est rassurant. Peut-être qu'il n'y aura plus jamais les scores monstrueux qu'on a pu connaître dans les années passées. Ça reste un grand salon, c'est ça. Mais même à 1 million de visiteurs sur la période du mondial, c'est juste exceptionnel. Et ça démontre tout l'intérêt que les gens ont pour l'automobile. Avec moins de monde, mais avec peut-être plus de passion, ou en tout cas ceux qui sont venus semblent être plus intéressés et plus motivés. Donc je trouve ça très rassurant. En tout cas, la passion, ça se voit dans les yeux de Géraldine, hein, ça pétille. Oui, mais il faut, voilà, c'est un métier de passion, donc du coup, effectivement, il faut forcément avoir l'envie et faire partager cette envie, cette passion aux gens, donc effectivement, ça passe par moi. Alors, il y a celles et ceux qui viennent au salon, qui ont la passion, et il y en a qui l'ont pas forcément, mais il faut venir parce que le mondial, c'est l'endroit où on se montre quand on fait de la politique. Alors, il y a des candidats à la présidentielle ou des candidats à la primaire, hein, que ce soit à gauche, à droite. Alors, il y a ceux qui sont venus, ceux qui vont peut-être venir. Alors, celui qui n'est pas venu, c'est François Hollande. Alors, c'est vrai qu'il y avait les obsèques de Shimon Peres, donc effectivement, c'est Manuel Valls qui est venu à la place. Alors, on ne sait pas s'il viendra à la fin de la semaine. En tout cas, le salon lui a fait l'invitation pour venir. Et puis, parmi les candidats ou supposés candidats, ceux qui sont venus, alors il y a Jean-François Copé, NKM pour la droite. Un peu plus à droite, Nicolas Dupont-Aignan est venu. Marine Le Pen devait venir, elle n'a pas pu venir au dernier moment, mais peut-être qu'elle reprogrammera. Et puis aujourd'hui, il y a un ancien ministre de l'Industrie qui est présent, Arnaud Montebourg, voilà, il est en visite aujourd'hui. Et on attend pour les quelques jours à venir Alain Juppé et donc Emmanuel Macron. Par contre, il y en a un qui n'est pas encore dans la liste, qui n'est pas encore venu, Nicolas Sarkozy. Alors, ancien président quand même, est-ce que ça... Le fait qu'un président en exercice ou un ancien président ne soit pas venu au mondial, alors que ça reste quand même l'un des plus grands salons au monde, est-ce que ça... Sarkozy était avec le président Hollande aux obsèques de Pérez, non? C'est sans doute... Oui, mais il est en campagne. Il est en campagne aujourd'hui. Il n'a peut-être pas le temps. Et il a peut-être trop de meetings. Il est, que je sache, candidat déclaré, contrairement au candidat en exercice. Et a priori, il fait plein de président meetings plus petits que ce qu'il faisait avant. Ça l'oblige sans doute à se déplacer plus. Enfin, je ne suis pas là pour imaginer pourquoi il ne vient pas, mais c'est un peu comme le salon de l'agriculture. Il y a des salons où il faut se montrer, et des salons où, quand on ne se montre pas, on envoie un signal fort. Ne pas se montrer au mondial de l'automobile, c'est une façon d'envoyer un signal aux gens qui aiment la voiture ou qui y travaillent. Peut-être qu'il y a un certain désamour de certains politiques pour l'univers de l'automobile. C'est peut-être ce message-là que Nicolas Sarkozy a voulu envoyer, je ne sais pas. En tout cas, j'ai entendu dire ça de la part de députés ou même de ministres, c'est... si je parle de la voiture en bien, mes électeurs risquent de me le reprocher. C'est-à-dire qu'en fait, vu le climat actuel, on préfère cacher un peu son attirance pour l'automobile. Vous en pensez quoi, Jean-Pierre? Moi, je suis très sceptique là-dessus, parce que aimer ou pas aimer l'automobile, l'important, c'est de l'utiliser à bon escient. Et je crois qu'on est en train de changer de dynamique. L'automobile existe depuis 130 ans.
C'est plus devenu un objet de curiosité. On en fabrique 90 millions par an dans le monde. Il y a un parc installé de 1,3 milliard de véhicules. Donc on n'est plus dans une espèce d'étonnement extraordinaire par rapport à l'automobile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vient voir dans les salons? On vient voir les voitures d'exception. C'est quand même de l'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'automobile, c'est un élément clé du lien social. C'est un phénomène anthropologique. On a besoin d'automobiles parce qu'il n'y a pas de système de transport plus performant que l'automobile. Et l'automobile s'insère dans un système global. Et grâce aux technologies de l'information, ça va devenir un outil beaucoup plus pertinent. Parce qu'au lieu de l'utiliser un peu par défaut, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on va l'utiliser avec plus d'intelligence parce qu'on sera mieux informé. Donc je pense que quelqu'un comme Macron pourrait très bien dire ça en disant l'automobile, c'est moderne. C'est moderne dans une politique, dans un environnement, dans un cadre qui est renouvelé, qui a changé. On voit bien aujourd'hui que les voitures, c'est quand même des ordinateurs sur roues. Voilà, le côté moderne, c'est parce qu'on a la voiture autonome, connectée, ça devient quelque chose de plus perfectionné quelque part. Absolument. Oui, dans des proportions, si vous me permettez, réelles en France ou dans les pays modernes ou dans les économies très développées, et de manière extrêmement réduite dans les autres. Le volume de voitures auquel vous faites référence, 90 millions de voitures, le nombre de voitures connectées là-dessus, il est extrêmement minoritaire. Bien sûr. Donc on est encore dans une phase de transition. Moi, j'aimerais juste parler d'un chiffre qui me fascine toujours, c'est le nombre de gens qui travaillent dans ces beaux métiers de l'automobile. Alors, il y a des débats, est-ce que c'est 8%, 9%, 2%, 3%? Ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. Ce sont des centaines de milliers de gens qui travaillent directement. En gros, directement. Considère 1 million en France, oui. Voilà, 1 million de personnes. Et même si c'était que la moitié, ça reste absolument colossal. Et donc le signal à envoyer à ces gens-là, il est quand même important quand M. Montebourg, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, prend la défense de telle ou telle corporation française ou industrie française. C'est bien, parce qu'il défend cette corporation. Ça serait bien que nos politiques prennent position pour défendre un monde qui est celui de l'automobile, qui a besoin d'être défendu avec des arbitres et des choix extrêmement lourds à faire pour qu'on consomme la voiture plus intelligemment demain qu'on ne l'a fait hier. Exactement. Quand un politique vient sur le salon, vous le filmez chez Autoplus ou pas? Alors on l'a filmé, les autres années on le faisait, cette année beaucoup moins parce que effectivement c'est toujours la cohue, il faut arriver à les attraper. Puis c'est un show quand même quelque part. Et puis c'est un show, oui, c'est un vrai spectacle. C'est un vrai spectacle, donc voilà. Donc c'est plutôt effectivement pour le clin d'œil, mais on ne fait pas réellement de sujet autour de ça. On est plus à essayer de traquer les petites phrases choc, si phrases choc il y a. Alors en parlant de politique quand même, Anne Hidalgo n'est pas venue sur le salon. Oui, c'est la question que j'avais posée, Laurent. Merci de l'avoir imaginé de la poser, mais je l'ai fait avant. Oui, c'est assez étonnant qu'elle ne soit pas venue. Pourtant, il y a des voitures électriques. En 2014, elle n'était pas venue déjà. C'est un adjoint qui l'avait représenté. Et c'est donc Jean-Louis Missica qui est venu. Ça se saurait si elle aimait la voiture, non? Oui. On l'aurait vu en 2014, on l'aurait peut-être aperçu cette année, mais elle ne peut pas. Elle aurait un langage extrêmement compliqué. En venant au Mondial de l'automobile où se réunissent 1 million de gens qui aiment la voiture alors qu'elle ne l'aime pas et qu'elle fait tout pour lui rendre la vie difficile. Donc c'est pas forcément, c'est pas sa place. Donc elle l'affiche publiquement, c'est pas non plus choquant. Elle communique sur le fait que la voiture ne l'intéresse pas. Et elle fait tout pour le montrer et le démontrer. Pourtant, quand elle se déplace sur Paris, elle se déplace pas en vélo, elle se déplace pas en transport en commun, elle se déplace bien en voiture. Alors, on m'a dit, là-dessus on pourra en discuter, mais il se trouve que je connais en fait le responsable du parc municipal de la ville de Paris. Alors, il m'affirme qu'elle a une Zoé, donc voiture électrique, mais que bon, pour les parcours plus longs, on va dire, elle a sans doute une voiture avec une autre énergie. Vous avez des infos là-dessus? Je vous rigoler. À l'époque, son prédécesseur, en fait, quand il y avait un point presse, il arrivait avec un véhicule thermique. Et puis en fait, les derniers 100, 200 mètres, il le faisait avec une voiture électrique. La fameuse Saxo. Il est venu d'ailleurs en Saxo à l'époque, Bertrand Delanoë sur le salon. Et après, c'est une question d'image. Moi je trouve ça un peu naïf de leur part, parce que on voit bien on a connu des ministres en vélo que c'était pareil, les gardes du corps s'arrêtaient 500 mètres avant. Tout ça, c'est pour l'image. On a entendu des présidents dire « je ne prendrai que le train ». Enfin, ça tient 5 minutes. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le pragmatisme. Quand on va d'un point A à un point B, on essaye de trouver le moyen le plus pertinent. Et toujours, il y a un bout qui se fait en voiture. Toujours. Que cette voiture soit électrique, qu'elle soit hybride rechargeable. Et partagée, parce que c'est le cas de plus en plus. Qu'elle soit partagée. Moi qui suis un fanat de Blablacar, parmi les choses que j'ai bien aimées, c'est aller sur le stand Blablacar. J'utilise Blablacar. Mais je ne suis pas contre la voiture, puisque j'ai besoin
À la fois comme utilisateur et comme conducteur, j'ai besoin de voiture. Donc on voit bien qu'il faut dissocier l'idée de la voiture thermique, V8, qui pue et qui fait du bruit, de l'usage pertinent d'une voiture comme élément clé de l'économie et de la sociologie d'un pays. Et les hommes politiques devraient être capables d'avoir ce discernement. Un petit mot, Géraldine, avant de nous quitter. Un petit mot, bah oui, moi ce que je trouve des politiques, effectivement, c'est assez regrettable ce vis-à-vis de l'automobile d'être comme ça, mais ce que j'aime bien aussi, c'est bon, il y a quand même ce e-prix de Paris qui va être organisé, qui est quand même une course qui a eu automobile dans lieu. laquelle Anne Hidalgo était d'accord et ça va recommencer. Et ça va recommencer. Du coup, bon, il y a un peu on fait d'ailleurs une spéciale Formule E vendredi dans l'émission Autotechno. Voilà, mais donc voilà, il y a un peu un double jeu. D'un côté, on sacrifie un peu la circulation pour les utilisateurs au quotidien, et de l'autre, bah voilà, on offre des on va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant. Voilà, Géraldine Gaudy a dû nous quitter, mais je suis encore en compagnie de mes 3 larrons. Alors on va parler encore de choses qui fâchent, parce qu'on va parler de la circulation à Paris. Alors on a beaucoup parlé de ces fameuses voies sur berge, la fermeture. Il y a eu des chiffres qui sont sortis dans la presse par rapport à l'impact en matière de circulation. Alors Éric Saint-Frison, il y a cet article du JDD dont il a été question, parce qu'il y avait études d'impact qui étaient plutôt défavorables à la stratégie de la ville de Paris. Ensuite, la ville de Paris dit oui, mais bon, finalement, ça se passe pas si mal que ça. Alors, qu'en est-il ? Enfin, quelles sont les infos que vous avez pu recueillir ? Alors, l'étude, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas, non, je sais bien, c'est pas nous, c'est le JDD et qui a sorti ce week-end quelques chiffres extrêmement intéressants. Alors, je vais en rappeler 2. C'est le basculement du trafic de la voie Georges Pompidou sur 2 axes, les quais hauts de la rive droite et boulevard Saint-Germain, côté rive gauche, le trafic légitime des gens qui partent de l'ouest parisien pour se rendre dans l'est parisien, et qui n'avaient pas d'autre solution que de traverser Paris par la voie Georges Pompidou. Donc cette déviation de trafic, elle se transpose dans une augmentation certes moins catastrophique que ce que la mairie avait prévu, mais désastreuse, puisqu'on est entre 70 et 100% d'augmentation du trafic sur les pics matinaux, 70% en nombre de voitures, 105% en temps au moment du pic de temps sur le boulevard Saint-Germain, et un petit peu moins sur les quais rive droite, les quais hauts rive droite. Et on se demande, encore une fois, comment on a pu lancer une telle proposition sans avoir anticipé, et je pense que c'est une question de simple planification, des moyens alternatifs, des chemins alternatifs ou des transports alternatifs pour proposer à des gens une façon intelligente de laisser leur voiture et d'éviter ces chemins-là. Alors, j'ai entendu dire que les gens de l'opposition, donc à Paris, voulaient mettre des capteurs pour justement faire leurs propres mesures. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais si on a les chiffres, ça serait intéressant. En tout cas, vous, Benoît, qui êtes un petit peu notre bison futé parisien ici, est-ce que vous avez des indications ? Les indications, c'est toujours difficile de faire une étude, d'essayer de trouver l'essence de ce genre de problématique sur quelques semaines, quelques jours. En fait, il faut avoir un recul déjà qui soit suffisamment important. Il faut 3-4 mois pour véritablement voir quelles sont les habitudes qui ont été prises. Et puis on parle du trafic parisien, sauf que ça dépend sur la banlieue, hein, évidemment. Pour la voie Georges Pompidou, en fait, c'est un gros bassin d'emploi qui est la Défense, Gennevilliers, ici les Moulineaux, Boulogne, et des personnes qui habitent sur l'Est parisien. Sauf que les gens ne vont pas emprunter le boulevard périphérique sud, qui est déjà blindé le soir. En fait, ils risquent d'emprunter un axe qui est beaucoup plus au sud, qui est la 86. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir regarder les données, mais les données pas à court terme, à moyen terme. Alors, Jean-Pierre, l'ex-parisien devenu un peu montagnard qui s'est retiré... alors, je ne sais plus, c'est Savoie ou Haute-Savoie ? Haute-Savoie. Haute-Savoie. Quel regard vous portez sur ces évolutions moi, je suis toujours parisien. J'ai un pied à Paris, un pied en Haute-Savoie. Ça fait un grand écart, hein, je ne veux pas dire. Mais... Alors, moi, j'ai plus de voiture à Paris. J'ai plus de voiture, mais j'en ai effectivement en zone rurale et montagnarde où je suis. Et c'est vrai qu'à Paris, maintenant, je circule sans voiture en pleine possession. Autolib, hein, voilà. Notamment. Donc je suis abonné Autolib parmi les tout premiers. Je suis abonné G7 et Uber, parce que je ne fais pas d'idéologie entre l'un et l'autre. Et j'essaye d'optimiser mes déplacements. Et mon fournisseur principal, c'est quand même le Stif.
Et voilà, c'est le STIF. Et le STIF fait des syndicats des transports d'Île-de-France. Voilà. Le STIF, je préfère parler du STIF que de la RATP, qui est un exploitant. Et le STIF fait des choses pas mal. Moi, je ne suis pas du tout contre, et j'en bénéficie, le pass Navigo, toute zone. Ça coûte 300 ou 400 millions d'euros de plus, il faut les trouver. Mais tout ceci doit être traité avec discernement et avec raison. Je pense qu'on a besoin d'une cohabitation dynamique, intelligente et active entre les moyens de transport individuels et les moyens de transport collectif. Moi, je plaide depuis toujours pour une intelligence dans l'utilisation des moyens. Et pas de dogmatisme. Pas de dogmatisme, et une intelligence nourrie par les données. On parle de big data, il faut qu'on regarde les données. Quelles sont les données de déplacement? Quelles sont les habitudes des utilisateurs? Encore faut-il que ces données soient accessibles. Il faut qu'elles soient publiques. Il faut que le politique ait envie parfois de les partager. Mais ça, c'est un vrai débat et un vrai combat. Parce que la neutralité de la donnée est quelque chose qui va devenir un élément clé du débat démocratique. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais une fois qu'on a les données, après, on n'a pas une solution aux quêtes de problèmes. On a des problèmes à résoudre avec le meilleur moyen possible. Avec une question qui est corollaire, qui est l'accessibilité à la donnée des voitures les plus anciennes. Et plus la voiture est ancienne, moins elle fournit d'informations et moins elle est traçable. Et ensuite, il y a la protection des données individuelles et de tout ce qui va avec le Pay as you drive, le Pay how you drive. C'est très laid, mais c'est comme ça. Donc ces études sur le comportement de l'automobiliste qui sont sympathiques, à condition qu'elles ne soient pas une arme anti-individu, mais bien une solution pour comprendre la mobilité. Alors, si vous me permettez, j'aimerais qu'on enchaîne sur la sécurité routière parce qu'il y a quand même une actualité. Il y a eu ces chiffres, plus 30%. Bon, même si c'est dû à des effets saisonniers et qu'il y a aussi des piétons dans ce bilan, le fait est que, comme d'habitude, on surréagit, on annonce plein de nouvelles mesures. Et puis, il y a le contexte aussi qui fait que la sécurité routière aimerait qu'au sein des entreprises, eh bien, en fait, le dirigeant puisse, en quelque sorte, dénoncer effectivement qui conduisait, de façon à ce que ça ne se solde pas simplement par un chèque qu'on fait, mais c'est aussi par la perte de points. Est-ce que c'est une évolution qui vous paraît légitime? Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, l'accident de la route, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde du travail. Après, il y a tellement de catégories d'utilisateurs dans le monde du travail. On ne peut pas traiter le livreur de pizza comme on traite le problème du plombier ou du chauffeur-livreur. Il y a vraiment des catégories, on ne peut pas véritablement donner une solution qui soit globale. Oui, moi je crois que l'objectif indiscutable, en particulier dans les pays matures comme les nôtres, c'est le zéro mort sur la route. Enfin, c'est inacceptable qu'un moyen moderne, intelligent, conduise à tant de morts. Oui. On a trop de morts. Alors justement, on voit depuis un certain temps donc, des images derrière nous. Ce sont les aides à la conduite telles qu'on peut les voir en ce moment chez Renault, mais c'est vrai chez d'autres constructeurs. Et c'est étonnant parce qu'on ne parle jamais de l'apport de ces progrès dans la communication de sécurité routière. Laurent, je suis un ancien constructeur ayant migré. Oui, je travaillais pour un constructeur pour migrer dans un autre monde. Bien évidemment, c'est infiniment regrettable qu'on ne mette pas l'accent sur les efforts énormes, les investissements colossaux, la recherche et le développement dans des proportions qu'on n'imagine même pas que les constructeurs investissent dans la sécurité routière. Moi, je suis passé aujourd'hui, j'utilise une voiture de marque suédoise, que je ne citerai pas, qui n'est pas présente au Mondial cette année et qui a décidé qui a annoncé qu'en 2020... Saab n'est pas présent au Mondial. En 2020... Vous voulez parler de marque chinoise qui est la propriété d'une marque chinoise, d'un groupe chinois. Donc Volvo n'est pas présent, mais Volvo a annoncé qu'en 2020, ils avaient décidé qu'aucun mort ne serait engendré par une voiture qu'ils auraient vendue après 2020. Je trouve ça intéressant. Et c'est une posture extrêmement intéressante. En tout cas, les clients qui rouleront dans ces voitures-là. On peut donner à un constructeur la responsabilité de s'emparer de cette protection, plutôt que d'aller par la contrainte, passer par la responsabilisation. Vous avez raison, Eric. Et alors, moi, ce qui m'étonne, c'est la méconnaissance également des médias. Parce que bon, il y a quelques jours, Bernard Darniche était présent ici, là, dans ce studio. Et justement, c'était vendredi, c'était suite à l'annonce de ces chiffres, plus 30%. Il y a une équipe d'une chaîne de télévision d'information continue, en 3 lettres, et donc si vous voulez, qui est au Mondial d'ailleurs, et donc qui a demandé à Bernard Darniche, est-ce que les constructeurs font des efforts pour la sécurité routière? Il les a regardés, il se disait, mais vous ne savez pas que tout ce que font les constructeurs? Ma voiture a freiné toute seule 2 fois pour venir vous voir.
2 fois, elle s'est quasiment arrêtée en mettant un coup, parce que 2 fois, elle a identifié toute seule avec son système de détection une posture d'un piéton ou d'un vélo qui allait me couper la route. Les 2 fois, la voiture a freiné toute seule. On est capable aujourd'hui... Et ces systèmes se généralisent actuellement. Absolument. C'est une très très bonne nouvelle. Moi je trouve qu'on a fait énormément d'efforts. On a fait des efforts sur la structure, on a fait des efforts sur la dynamique, la tenue de route, qui sont colossaux. On ne roulerait pas dans une Dauphine ou dans une... Aujourd'hui, reprendre une voiture qui n'a pas l'ABS, qui n'a pas l'ESP... on ne sait plus faire d'ailleurs. Hein. Ne serait-ce que la direction assistée, hein, voilà. ça devient plus sportif. Donc on a fait des efforts considérables. Maintenant, je pense qu'il faut faire des efforts sur le système de routier, ou avec l'interopérabilité des voitures entre elles et avec les infrastructures au sol. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne suis pas un fanatique absolu de la voiture autonome. Moi, je pense que c'est encore une vue à... On va en parler juste après, mais même dans une Dacia aujourd'hui, on a des équipements... Non mais, enfin, quand je dis même dans une Dacia, mais je pourrais dire même à bord d'une Clio de base, même à bord d'une Twingo de base. Ce que je veux dire, c'est que Dacia est une marque qui propose une technologie donc d'une génération un peu moins récente, mais il y a l'ABS, il y a l'ESP, il y a tout ça dans une Dacia. La sécurité n'est pas négligée. Il y a même des moi, je me sens en sécurité, bien pas sûr. de souci. Le problème qu'il y a en matière de sécurité routière, c'est qu'on a tout focalisé sur l'utilisateur, le conducteur. Il y a 2 éléments dont on parle. En oubliant la route, parce que la route, elle joue quand même un rôle majeur. Hein. L'infrastructure, on n'en parle pratiquement jamais, sauf que l'infrastructure, depuis quelques années, se dégrade, que c'est cause d'accidents. Il suffit de regarder les nids de poules qui se développent. Alors les nids de poules, quand on est automobiliste, il n'y a pas de souci. Quand on est motard et qu'on passe dans un nid de poule, ça peut complètement dévier la moto et ça peut créer un accident. Et en plus, là, en ce moment, avec l'automne et les feuilles mortes, les nids de poule, on ne les voit pas du tout. Oui. Et les motards se ramassent à la pelle. Enfin, ils pourraient en tout cas. Elle était un peu facile, hein, je l'avoue. Bon, c'est pas gentil pour eux, mais je voudrais juste revenir sur le fait qu'on ne pourra pas faire la voiture 100% sûre sans les constructeurs. Et c'est surtout pas en les contraignant qu'on va y arriver. C'est surtout pas en pointant l'automobiliste. Et l'autre illusion, c'est de croire que c'est seulement avec Google ou d'autres. Mais c'est bien, comme vous le disiez, monsieur, que en ayant des infrastructures communicantes avec des voitures qui seront elles-mêmes communicantes entre elles et qui seront capables de gérer leur environnement, d'analyser leur environnement, qu'on arrivera à réduire à 0, ou j'espère le plus proche de 0, l'accidentologie et les dégâts que ça peut faire sur les êtres humains. Donc rien ne passera en termes de sécurité par la contrainte, tout passera par la recherche, le développement et les progrès techniques. Mais vous avez raison de souligner un point qui est très préoccupant, c'est la dégradation du réseau routier. Vous savez qu'en France, on a 1 million de kilomètres de route. Normalement, tous les spécialistes vous disent qu'il faut à peu près tous les 7 ans revoir de fond en comble l'infrastructure. Ce qui voudrait dire qu'on devrait faire 120 000 km par an de route. On en fait 40 000, on en refait. On n'a plus les moyens. Et en plus, la responsabilité a été diluée parce qu'effectivement, les départements maintenant s'occupent de ça. La décentralisation, finalement, a été néfaste pour la qualité des routes. Vous savez que le problème numéro 1 aux États-Unis de la voiture autonome, c'est précisément les nids de poules. Oui. Uber à Pittsburgh, en plus avec le climat qui s'y prête mal, a beaucoup de difficultés parce qu'un nid de poule, c'est extrêmement difficile à détecter et la stratégie défensive n'est pas du tout évidente. Et donc on se rend bien compte qu'il faut parler de système. On ne peut pas isoler l'automobile, son conducteur et son infrastructure. Et donc on ne peut pas chercher à culpabiliser l'un ou l'autre. Il faut avoir une vue globale systémique. Mais c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment focalisé sur 1 ou 2 éléments. Alors ce qui peut nous rassurer, c'est qu'apparemment au sein de l'administration, de plus en plus maintenant, il y a des fonctions transversales. Moi je me souviens d'une époque, le délégué interministériel de la sécurité routière, c'était vraiment une délégation interministérielle. Et là aujourd'hui c'est rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc la culture, c'est un peu la culture finalement de la répression. Enfin, on pourchasse quelque part des délinquants. Alors que justement, la sécurité routière, c'est les transports, il y a la justice, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Ouais. Il faut donc espérer que... Et le ministère de la Santé, ça va changer également. Oui. Surtout d'ailleurs avec d'autres causes comme je pensais tout ce qui était drogue, cannabis, etc. Parce que c'est un autre problème. Sans aller jusqu'à la drogue et le cannabis, il suffit de regarder les effets des médicaments. Vous avez un rhume, vous prenez quoi? Vous prenez un sirop pour la toux. Est-ce que vous avez déjà lu la notice avant de prendre la route? Quelquefois, il y a écrit en tout petit. Déjà, le mode d'emploi du médicament tout court, c'est... Il suffit de regarder une boîte de médicaments. J'en ai apporté une, justement. Il
Il suffit de regarder le pictogramme, la taille du pictogramme. Ouais, tout petit, hein, c'est un triangle. Petit. Oui, Alors jaune. qu'on aurait pu très bien le mettre ici ou là. Donc c'est une question de priorité. Ce Quoi. médicament peut tuer. Voilà. Mais vous avez raison de souligner que cette approche systémique, elle n'est pas coutumière en France. On segmente, on verticalise, et puis le ministère de l'Intérieur sait faire de la répression, et aujourd'hui on se rend bien compte que ce n'est pas le sujet. Le sujet il est beaucoup plus complexe que ça. Merci, on marque une nouvelle petite pause. Et nous accueillons un nouvel invité, Jean-Luc Brossard de la PFA. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors la plateforme filière automobile et mobilité tenait des ateliers, juste à côté d'ailleurs de ce studio. Alors on reparlera tout à l'heure de quelques-unes des thèmes, hein, quelques-uns des thèmes que vous avez pu aborder. On est en train de parler de sécurité routière et on va s'arrêter un tout petit instant sur le véhicule autonome parce qu'il y a une actualité. Vous connaissez sans doute Navia. Ce constructeur qui fait des navettes collectives, elles sont en test actuellement à Lyon, on les découvre ici en images, et on a appris qu'ils ont fait une nouvelle levée de fonds. Alors ça c'est le côté start-up, hein, c'est régulièrement il y a des levées de fonds, mais il y a l'arrivée quand même de Valeo dans le capital, Jean-Luc. De Valeo est rentré dans le capital, donc c'était annoncé aujourd'hui. Valeo est un acteur important en fait du véhicule autonome. Il apporte beaucoup d'organes, de capteurs, un certain nombre de choses, de connaissances en fait et d'intelligence. Et donc Valeo pense à l'avenir de ce que pourraient être les robotaxis, de ce que pourraient être les navettes autonomes, qui est un des avenirs en fait de l'usage en fait de la voiture autonome de demain. Et bien sûr, ça va fiabiliser aussi ces navettes, hein, on peut l'imaginer. Oui, sachant que Navia a fait déjà un bon travail. Il y a EasyMile aussi, qui est un autre constructeur français. Donc la France est quand même un des leaders dans ce domaine-là. S'exporte, hein, on a des exemples, ceux qui sont faits à l'étranger. Donc il faut garder ce leadership, comme on a pu l'avoir sur les quadricycles à un moment donné. Donc là, il faut aider Navia à se développer. Alors à la PFA, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui. Et le véhicule autonome, justement, a donné lieu à une table ronde. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ? La problématique, en fait, nous, on a fait des ateliers techniques de la PFA. Donc, c'est une demande, en fait, qui avait été faite il y a 2 ans. On faisait toujours les ateliers de la PFA et les gens voulaient, en fait, parler beaucoup plus de technique. Donc là, on a réussi à regrouper l'ensemble, en fait, des grands experts hein, qui sont venus. Voilà, des grands experts. Donc, j'avais le conseil technique automobile et le conseil de la recherche automobile qui étaient représentés. Donc, c'est-à-dire tous les directeurs de R&D et de recherche et d'innovation, en fait, des grands groupes. Et on a pu avoir un certain nombre d'échanges. Donc, au niveau de la table ronde du véhicule autonome, étaient représentés des gens comme Valeo, Faurecia, Michelin, mais également, bien sûr, les 2 constructeurs Renault et PSA, mais également la RATP, parce qu'on a tout un impact au fait du véhicule autonome sur ce que sera le transport collectif de demain. Et la ville de Paris, d'ailleurs, a annoncé que des tests auraient lieu avec EasyMile, hein, justement, donc entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, ce qui est important en France, c'est de garder cet esprit de terre d'expérimentation. Donc on a les connaissances, on a les entreprises, on a les compétences. Et il faut maintenant pouvoir fiabiliser cette démarche et apporter ces nouveaux usages et définir comment les clients vont vouloir utiliser nos voitures. Donc le véhicule autonome, c'est un peu une solution, mais il faut plutôt remettre le client au cœur et faire des expérimentations pour savoir comment on va l'utiliser en fait. Alors Éric Saint-Frison, c'est un sujet qui vous intéresse, le véhicule autonome? Oh oui, c'est un sujet passionnant et on parlait tout à l'heure du CES avant cette émission. C'est un endroit où on parle beaucoup de voitures autonomes aussi, le CES à Las Vegas. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer des gens avant le CES d'ailleurs, qui sont américains, qui s'appellent Local Motors. Qui ont monté une filiale française, européenne, dirigée par un Français. Ils sont basés à Berlin. Ils sont en train de développer, dans la même lignée de l'esprit de ce que vous avez présenté, des véhicules urbains collectifs, mais qui ne sont pas seulement autonomes, qui sont aussi connectés aux applicatifs et qui permettent de faire évoluer la route des véhicules en fonction des besoins des utilisateurs. C'est sans doute le même principe. Transport à la demande. Donc. Et en fait, on est en train d'imaginer le transport de demain grâce aux véhicules autonomes et grâce aux applicatifs mobiles qui sont embarqués sur nos systèmes, qui permettent d'envisager l'alternative dont on parlait il y a quelques instants, avec confiance, praticabilité, c'est pas très joli, et sans doute une vraie vitesse de mise en place, parce que pour le coup, la mise en place des infrastructures
connectés en ville, c'est beaucoup plus facile que sur les routes. C'est donc beaucoup plus facile d'imaginer des voitures, enfin des véhicules, des minibus urbains autonomes que des voitures qui iraient de Paris à Marseille toutes seules. L'idée, bien sûr, c'est le chaînon manquant quelque part. Il y a les transports collectifs. Bon, une ville comme Paris est bien irriguée. Il y a la voiture qui peut aider pour des zones rurales ou périurbaines. Et c'est vrai que dans certains cas, bon, passé une certaine heure, on n'a plus rien. Donc le transport à la demande, je sais que par exemple à Rambouillet, à une époque, il était question de faire une expérimentation avec des véhicules autonomes. Oui, alors, il y a beaucoup de régions qui souhaitent faire ces expérimentations. Et même ne serait-ce que dans l'Ouest parisien, par exemple. Dans l'Ouest parisien, il y a la vallée de Seine, il y a Bordeaux. Rappelez-vous, on parlait de l'ITS de Bordeaux en 2015, fin de l'année 2015. Donc il y a eu beaucoup de volonté d'expérience et de volonté de véhicules autonomes et connectés, parce qu'on a bien dit, ce qui est important, c'est aussi la connectivité qui va apporter en fait plus de sérénité en fait dans le véhicule autonome. Mais bon, il y a ces développements, ces essais qui sont possibles et qui maintenant vont peut-être démarrer, parce que le véhicule autonome pour tous, c'est peut-être un peu tôt, mais le véhicule autonome dans des utilisations bien particulières, dans des cadres bien réglementés, oui, pourquoi pas, et la ville en est un bon exemple. Benoît, tu as eu l'occasion de voir un véhicule autonome de près, de monter dedans? J'en ai testé à Versailles-Satory. À une époque, c'était une expérimentation et c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est peut-être la solution également pour réduire les bouchons, puisque faut savoir qu'une partie des bouchons, en fait, ce sont les automobilistes qui passent de fil en fil. Là, le véhicule autonome, il ne fait pas. Il cherche simplement à aller d'un point A à un point B. Oui, je mettrais simplement, il faut que toutes les voitures soient autonomes. Voilà, oui, bien Ça pourrait s'autogérer quelque part. Hein, et voilà. Parce que l'exemple de Valeo, justement, dont on évoquait, qu'on fait 24 heures sur le périphérique, les pourcentages qui n'ont pas été autonomes sont été dus à la difficulté de... Oui. Alors ce matin, je peux vous dire une chose, c'est qu'à 7 heures du matin, pas très loin d'ici, je crois que la voiture autonome de Valeo serait restée à l'arrêt pendant un long moment. Oui. Le transfert de la mobilité avec le cheval à la voiture a été une période de transition complexe. Oui, ça a pris 40 ans. Ça a pris 40 ans. Je pense qu'on est à peu près dans le même schéma de mutation. On va passer d'une forme de mobilité à une autre. Pendant quelques dizaines d'années, il y aura des moments difficiles. Bien sûr. Alors on a parlé du véhicule autonome, mais il y a d'autres thématiques bien sûr qui étaient adressées ce matin. Et le véhicule plus propre et abordable, parce que c'est important de consommer moins, polluer moins, mais qu'elle reste abordable. Voilà, on a voulu dire le véhicule économe et abordable. C'est vrai, quelqu'un... Avant, c'était le programme 2 litres au 100. Hein. Oui, le programme 2 litres au 100 existe. Le programme 2 litres au 100 est un programme de la Nouvelle France industrielle et donc qui implique en fait les structures de l'État et les structures industrielles privées. Donc là c'est les industriels qui parlaient aux industriels, ces ateliers techniques de la PFA. Donc on parlait du véhicule autonome et abordable, mais en disant bien sûr l'ensemble de nos actions des 3 dernières années étaient sur ce sujet-là. Donc on a présenté d'abord toutes les études qu'on a pu faire donc avec nos membres fondateurs qui sont les 2 constructeurs automobiles français, les équipementiers français, mais également des sociétés comme Total, de l'énergie et autres, pour définir quelles étaient nos meilleures perspectives et tous les scénarios qu'on pouvait imaginer pour définir le mix énergétique des véhicules à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans le passage de 2020 à 2030, et avoir un consensus, qui n'est pas un consensus politique ou marketing, mais avoir un consensus sur les données d'entrée pour pouvoir définir notre meilleure estimation de l'évolution du marché. Donc on a présenté ça et ça a intéressé beaucoup de monde parce que ça donne le développement de l'électromobilité, ça dit ce qui va être hybride rechargeable, mild hybride, l'avenir du diesel, l'avenir de l'essence. Et donc on a pu donner cette image pour que nos industriels en fait calquent leur stratégie sur cette vision-là et ne prennent en compte en fait des données qui nous paraissent les plus réalistes et les plus crédibles, et ainsi de suite. Donc on a pu dire en particulier que dans le monde, le transport routier contribue, on le sait, à de l'ordre de 17% donc des gaz CO2 dégagés, des gaz à émissions d'effet de serre, mais que en fait, du fait du travail important qui a été fait par nos constructeurs et équipementiers dans les dernières années, et naturellement, par le renouvellement du parc, en fait, ça baisse naturellement. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément continuer à réguler, parce que la baisse est engendrée. De la même façon, pour certains usages, l'électromobilité, c'est parti. On peut voir qu'on voit de plus en plus de voitures. Ça vous a surpris de voir, par exemple, les chiffres d'autonomie qui sont avancés par les constructeurs oui, sur le salon cette année? Alors les chiffres d'autonomie, non, mais les chiffres d'autonomie annoncés sont des chiffres d'autonomie marketing. Donc on annonce toujours des chiffres d'autonomie en NEDC. Donc je ne vais pas rentrer dans la complexité. Mais, ils disent aussi, en réel, ça fait tant. Oui, alors... Comment ça, voilà. Sauf si on met la clim.
Sauf si on... Discrètement. Sauf s'il fait froid, l'hiver, tout ça. Non, mais la réalité, c'est que de toute façon, en termes de prestations pour un client, avoir 41 kWh embarqués au lieu de 22 donne plus d'autonomie. Ça a aussi des difficultés qu'ils peuvent avoir. C'est 2 fois plus qu'avant. C'est 2 fois plus qu'avant, mais c'est aussi des difficultés dans la recharge, forcément, qui va avec. Donc, vous avez un converti à l'électricité. Oui. Alors, fut un temps, c'était le pionnier pour la Prius. Il y a eu sa période hybride. C'est vrai. Là, maintenant, il passe à l'électrique. Là. Ah ben oui, moi j'aime bien l'électrique parce que d'abord c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. On parle toujours de plaisir de conduire, mais une voiture électrique c'est passionnant. Moi je suis venu en Autolib. Autolib c'est extrêmement sympa, bien que la voiture soit Pas toujours très propre. perfectible. Infiniment perfectible, je râle contre les ouvrants parce que ça grince, c'est pas normal, mais bon, peu importe. Mais Parce que vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter leur garage, parce qu'ils Ouais. ont un garage au nord de Ouais. Paris, et c'est là que tous les jours ils en entrent. Ouais. Il y en a un paquet, hein, je peux vous Ouais, dire. non, Au non, niveau mais- carrosserie et petits bobos, je pense c'est que assez spectaculaire à voir. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de progrès dans la fiabilité du véhicule. La Zoé est infiniment meilleure comme voiture. oui, mais il n'y a pas les mêmes investissements. Alors, je peux en parler. vrai. Pour les gens qui connaissent ma carrière, donc j'étais chez Pininfarina en 2007-2008, et donc j'ai participé à ce qu'on appelait BPVE, Bolloré Pininfarina véhicule électrique. Hein. Et donc en fait, les investissements faits pour faire une voiture qui est dans Paris que 3000 exemplaires. Ouais, Donc, ouais. c'est des prototypes. Et entre qui guillemets. résistent. Et qui Ouais, résistent. voilà. Et donc, Parce que c'est de l'agression permanente. C'est des voitures quand même qui, en termes de fiabilité, ont fait leurs preuves. En termes de fonctionnement électrique, ont fait Il leurs n'y a pas eu de preuves. problème de batterie. Mais c'est pas le d'ailleurs, même hein, ce investissement genre. qui a été effectué dans une Zoé. clair. Donc il est clair que c'est un processus d'amorçage et que Autolib a apporté quelque chose dans nos usages en ville, et que si le marché et le business model le permet, à terme, il faudra faire des voitures dédiées à l'autopartage, mais avec une certaine qualité, capable d'être lavée au G peut-être, et ainsi de suite. Non mais moi j'en suis très content de l'Autolib. Il y a une chose qu'il faut souligner là. Ce qui est passionnant, c'est qu'Autolib n'existerait pas si nous n'avions pas le smartphone. Là encore, on retrouve le problème de la connectivité Ça et de existerait la peut-être, mais ça serait moins pratique à et de la utiliser. qualité du service. La qualité du service de transport aujourd'hui est liée à la qualité de l'information. On ne veut plus attendre, on ne veut plus se mouiller à l'arrêt d'autobus, on veut savoir quand tous les moyens qu'on met à votre disposition sont disponibles. Ça, c'est essentiel. Et je pense que la connectivité de l'infrastructure et de la voiture, grâce à l'électrique qui a permis de faire beaucoup de progrès, sont des éléments majeurs. Et dans 20 ans, dans 30 ans, quand on parlera de cette époque, on dit bah, c'était le Moyen-Âge, mais c'est l'amorçage, c'est le démarrage et c'est quand même vachement sympathique. L'électrique, Benoît, pareil, des L'électrique, expériences. j'attends de pouvoir... Dacia électrique. Alors, bientôt. Dacia, si vous me regardez. Moi, j'attends de pouvoir aller jusque dans les Landes, en électrique. Alors, c'est vrai qu'avec Ça la peut batterie... se prévoir avec les bornes rapides sur Mais autoroute. une des conclusions qu'on a apportées aux ateliers, je pense qu'il n'y aura pas une solution pour tous les problèmes de mobilité. Ou Donc en fait, l'hydrogène. je pense que l'électrique, le full électrique, aujourd'hui est très bien adapté pour des usages de faible kilométrage, domicile, travail, urbain. en ville, pour le Bien problème de qualité de l'air, pour le confort thermique et l'expérience électrique. Quand vous avez conduit une voiture électrique, c'est quand même une belle expérience. C'est nerveux, c'est silencieux. Il y a un certain nombre de qualités quand même qu'on peut mettre en avant. On gratte toutes les GTI au démarrage, hein, Voilà. faut dire. Mais par contre, en termes d'usage, Sans si bruit. vous voulez faire un Paris-Bordeaux ou un Paris-Biarritz, c'est pas la meilleure voiture. Alors, quitte à faire hurler certains, je pense qu'encore un diesel, c'est quand même celui qui consomme le moins et qui, sur un tel parcours, a l'impact CO2 le Vous vous plus rendez faible. compte, si c'était pas la TV du mondial, l'animateur aurait repris en disant mais comment pouvez-vous dire ça C'est vrai. Eric, l'électrique, c'est aussi quelque chose que vous avez appris à À aimer, non. aimer. Non, mais à connaître. Non, à considérer, oui, comme Voilà, considérer, alternative, c'était le comme bon ce que terme. vous venez de dire, comme alternative de mobilité urbaine, c'est presque une évidence. En dehors de la mobilité urbaine, je reste extraordinairement sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pourrais vous envoyer d'ailleurs la photo, elle est magnifique, d'une Fisker, il y a quelques semaines, garée en bas d'un immeuble parisien avec un fil électrique qui descendait de la fenêtre. Et ça reste une des problématiques de la voiture électrique, c'est qu'il faut la réalimenter, il faut donc avoir accès à des bornes, chez soi, au bureau, et quand il n'y a pas de place disponible sur les stations de la ville de Paris, c'est pas forcément très simple. Et puis je continue de challenger, peut-être à tort, mais c'est pas grave, la source de l'énergie qu'on met dans sa voiture. Alors, nucléaire, charbon. Alors, je considère que le nucléaire est propre.
Je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est En tout cas, au niveau du CO2, ça produit moins de CO2. Ouais. Mais en Chine, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que remplir des batteries avec du charbon, ça reste une idée extrêmement c'est pas une bonne mauvaise. En impact CO2, l'électricité en Chine aujourd'hui c'est une mauvaise idée, clairement. Ouais, Donc, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on veut absolument le défendre, c'est la façon dont est produite l'énergie doit conditionner, et donc il faut faire une analyse globale. Il faudrait du solaire, Tu parlais tout à l'heure du programme de l'éolien. Litre100 dont j'ai la chance d'assurer la coordination. Le programme de Litre100, il a l'inconvénient, 2 Litre100 c'est devenu une marque de fabrique, mais 2 Litre100 ça veut quand même dire déjà que c'est un moteur thermique et que ça consomme un minimum. Donc il faut faire attention. Et donc ce qui est important dans toutes les alternatives, et l'alternative électrique en particulier, c'est qu'on prenne en compte la globalité de l'écosystème, comment est produite l'énergie, comment elle est consommée, et c'est l'ensemble qui fait... On disait avant du puits à la roue, alors sauf que dans le cas de l'électrique, il n'y a pas de puits. On dit toujours, mais effectivement. On devrait dire quoi Well to win. Du rayon de soleil L'éthanol, c'est de la graine à la roue. Non, on dit toujours ça. On dit toujours du puits à la roue, même pour l'électrique. Mais vous avez raison, le mix énergétique, c'est un point tout à fait essentiel. C'est pour ça que la Norvège n'a aucun problème à être vertueuse. Elle fait 100% d'hydroélectricité. Et qui est un producteur de pétrole, pourtant. Oui, de gaz, oui. Mais on peut imaginer qu'il y a quelques pays privilégiés. Alors vous avez tout à l'heure parlé d'hydrogène. J'ai conduit une voiture à hydrogène à Grenoble chez la Hyundai d'Air Liquide. Hyundai, oui. Bon, c'est une voiture électrique, donc on ne voit aucune différence. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 500 km d'autonomie, et c'est quand même moins lourd qu'une voiture électrique avec 500 km d'autonomie. Il y en a une pour le moment, et c'est quand même 2 tonnes 2. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un élément clé si on veut diminuer les émissions et la consommation énergétique, c'est la masse. Il faut faire des voitures légères. Faire des voitures légères et sûres, on sait que ce n'est pas évident. Donc on est toujours dans le compromis. L'allègement, on en a parlé, j'imagine, à la TF1 ? Oui, on en a parlé. De toute façon, pour baisser l'impact fort en consommation en émissions, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas déjà une solution de chaîne de traction. Il y en a plusieurs en fonction des usages. Mais il faut tout travailler. Il faudra travailler les rendements de nos moteurs. Il faudra travailler l'électrification de plus en plus. Il faudra travailler l'allègement, l'aérodynamique, la résistance au roulement. Et c'est cet ensemble qui fera que collectivement on baissera. Donc l'allègement, c'est un point d'axe fort parce que c'est toujours vertueux. Alors, si on parlait des cycles tout à l'heure, c'est vrai que l'allègement en NEDC, pour 100 kg gagnés, en NEDC on gagnait 8 grammes, mais en WLTP le cycle est un peu différent. C'est le nouveau cycle entre en vigueur l'année prochaine. L'année prochaine, il est beaucoup plus roulant, donc l'impact sur l'homologation est plus faible. Mais ça reste vertueux en usage. Donc il faut alléger nos voitures. Et donc pour ça, les actions de la filière automobile sont l'augmentation de façon importante entre 2020 et 2030 des fonctions aluminium, des fonctions plastiques et composites. Et en particulier, on a lancé un programme Force, donc qui est pour la fibre économique de carbone, donc qui est piloté par les RT Jules Verne avec Forestia, Total, hein, et l'ensemble des partenaires majeurs. C'est la fibre de carbone abordable. Abordable. Alors aujourd'hui, pas encore d'Acia. Aujourd'hui, on imagine à 8 € au kilo. À 8 € au kilo, dans le contexte actuel, je ne pense pas qu'un industriel l'appliquerait de façon de masse. Par contre, c'est quand l'allègement est beaucoup plus important sur des véhicules de niche, bien entendu. Mais on peut imaginer à terme arriver à 5 € au kilo. Et dans les contextes environnementaux qu'on a, un jour, 5 € au kilo, on ira les chercher. Oui, tout à fait. Un petit point trafic peut-être pour terminer Petit point trafic, hein. C'est que pour rejoindre le secteur de la porte de Versailles, ça se passe plutôt bien. Par contre, attention aux difficultés pour les accès au parc de stationnement. Là, on a beaucoup de mal à trouver les places dans le coin. Ouais, et heureusement qu'il y a des applications. Je recevais justement ce matin une start-up. Et c'est vrai qu'on voit aussi dans l'écosystème, il y a la débrouille, quoi. Il y a le système D. Grâce au smartphone, finalement, on arrive à trouver de nouveaux services comme ça. Ce qui est assez extraordinaire, et vous en parliez tout à l'heure, et moi je trouve ça extrêmement plaisant, on est à peu près de la même génération, et il y a aujourd'hui une consommation des solutions applicatives de mobilité par toutes les générations. C'est pas les gamins, c'est pas mes enfants qui sont consommateurs de Blablacar ou de voitures, de nouvelles formes de mobilité, c'est l'ensemble de la population, ce qui est plutôt bien. Il y en a de plus en plus. C'est extraordinairement dynamique. J'ai été surpris de découvrir il n'y a pas longtemps le siège de Blablacar à Paris,
qui se trouve juste en dessous de celui de Facebook d'ailleurs. Donc il y a une culture au même endroit, pas très loin de là où se forment aujourd'hui à la bourse les futurs développeurs, les gens de l'expression technologique la plus pointue en termes de solutions de mobilité. Donc il y a tout un écosystème français, vous parliez d'industrie tout à l'heure, qui se développe aussi en termes d'intelligence, qui est extrêmement rassurant là-dessus. Merci à tous, ça a été un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de On refait le mondial. Je vous dis à demain pour de nouvelles émissions sur cette Web TV. Salut à tous.